Bonjour! J'ai oublié de redescendre mon micro. Comment ça va? On va baisser un peu la musique. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau stream Stargate. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Pourquoi ça? Eh bien parce que je suis en train de me refaire la série en fait. Et les séries. Et je préférais quand même revoir tout ça avant d'en parler. Aujourd'hui, on commence Stargate Atlantis. Du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel est le rapport avec SGM. Avant, il faut que je ressorte une image que j'ai ressortie de nombreuses fois. Donc, on se retrouve du coup dans un nouveau HUD. Dans un nouveau HUD. On n'est pas dans un vidéo, dans un nouveau overlay. Qui est, ma foi, tout à fait sympathique. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors. Je... Qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, je rappelle le principe de cette émission et de ce stream Tier List Stargate. Voilà, Stargate, pour rappel, c'est un univers de fiction dans lequel il y a un film, quelques téléfilms et surtout des séries. Et donc il y a 3 séries réparties sur... enfin 17 saisons réparties sur 3 séries. Et l'objectif de ce stream est de déterminer quel est le meilleur épisode de ces séries. Donc à chaque stream, on fait une petite review de chaque saison en regardant épisode par épisode, les résumés et tout ce qui s'ensuit, quelques images, pour déterminer lequel est le meilleur épisode. Donc c'est principalement lequel est mon préféré plutôt en fait, mais pour déterminer quel est le meilleur épisode et quel est le plus cool. Et donc après chaque saison, on détermine un épisode qui est le meilleur dans la saison. Et quand on aura fait toutes les saisons de toutes les séries, on mettra tout ça, tous les gagnants, en fait, on mettra tous les top 1 dans, dans une même tier list et on refera une tier list des meilleurs. Voilà. Et donc la règle, c'est on met qu'un seul S par tier list, qu'un seul épisode en S, et c'est celui-là qui représentera sa saison au combat final, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les streams du coup? Donc là, sur les dernières semaines, on a fait les 7 premières saisons de Stargate SG1. Et à partir de maintenant, on va alterner SG1 et Atlantis, qui est la deuxième série que je vais vous présenter après. Et après, on continuera, voilà. Et quand on aura fait les 17, je ferai un stream spécial sur le reste de l'univers Stargate, parce qu'il n'y a pas que des séries. En tout cas, il n'y a pas que ces 3 séries, parce que là, je vais faire SG1 Atlantis Universe. Il y a aussi d'autres séries un peu moins canon. Un film, évidemment, qui est le film de Roland Emmerich, que vous connaissez peut-être, et 2 téléfilms. Et donc on va voir tout ça dans ce stream un peu spécial où on parlera de l'univers étendu en quelque sorte, parce que je vais aussi essayer de m'intéresser aux comics notamment et aux bouquins, savoir. On va regarder un peu ce qui est sorti de Stargate en fait et qui est pas forcément la série quoi. Les séries. Alors, au dernier stream on s'était laissé avec Stargate SG1 saison 7 et à la fin de la saison ils trouvaient un avant-poste des anciens, cette race très avancée. Il trouvait un avant-poste qu'il pensait être à la base la cité perdue de cette race. Mais en fait, ça l'est pas. Et Stargate Atlantis, ça va parler de la cité perdue, en fait. Et pour commencer, il va falloir que j'ajoute juste le son. Voilà, donc... pour rappel de la diffusion de Stargate, donc en jaune, c'est Stargate SG1. Est-ce que vous voyez mon curseur? Capture du curseur, oui. En jaune, c'est Stargate SG1. En bleu, c'est Stargate Atlantis. En violet, Universe. Les autres couleurs, pour l'instant, on s'en occupe pas. Donc vous voyez que Stargate SG1 et Atlantis ont été diffusés en simultané, les 2 séries. Et donc je propose, voilà,
Là, on a fait la 7 la dernière fois. Maintenant, on va faire la 1 d'Atlantis, la 8, la 2, la 9, la 3, la 10, et après, on continuera. De manière assez classique. Et pour vous présenter Stargate, j'ai trouvé cette vieille bande-annonce. En fait, je l'ai vue sur les DVD de Stargate SG1, saison 8, quand c'était en parallèle, dans les pubs. Et du coup, je propose qu'on la regarde. Il faut juste que j'ajoute la capture son. Euh... Ça. On va l'appeler nav. Firefox, ajouter l'exécutable, ok. Ok. Alors voilà, là, ça, on va, voilà, j'ai mis le son. Cette bande-annonce, elle me fait... Bon, déjà, elle vous expliquera assez bien ce qu'est Stargate Atlantis par rapport à SG1. Et elle me fait marrer parce que c'est vraiment un concentré d'années 2000. Vous allez voir le début très, très sérieux, grave et épique. Et tout d'un coup, les années 2000 hit, comme on dit. Les années 2000 tabassent le trailer. Juste... Ah, on va pas le voir en entier si je le mets comme ça. Non, en vrai, si. On voit quand même presque tout. L'humanité. On voit presque tout, c'est bon. Allez, je coupe la musique et on regarde ça. Désolé pour la Au qualité. plus profond de l'Antarctique, l'humanité est sur le point de découvrir Il n'y a pas longtemps, nous avons trouvé le 7e symbole. la clé qui permet d'accéder au monde perdu des anciens. Maintenant, Vous pouvez y aller, Dr. Ware. une nouvelle équipe Il n'est pas certain que nous revenions parmi les hommes. va rejoindre une autre galaxie. C'est là que les années Retrouver 2000 Atlantis. arrivent. Oh, c'est pas vrai. On est sous l'eau. On dirait que l'installation tout entière sent notre présence et revient à la vie. Nous sommes en train de monter. Et y découvrir les merveilles que les anciens nous ont léguées. Ainsi que le mal qui les a détruits. Jamais nous n'avions rencontré des créatures dont la force puisse défier la nôtre. Nous avons visité de nombreux autres mondes. Je n'en connais aucun qui ait échappé au Race. Rejoignez la porte des étoiles. Il en fait La pas seule du tout porte trop le de la trailer. galaxie Pégase qui nous relie à la Terre est sous notre contrôle. Nous ne pourrions pas les laisser prendre le contrôle de cette infrastructure. De nouveaux mondes. Sachez qu'Atlantis n'est pas seulement un refuge, c'est aussi un espoir. De nouveaux ennemis. Vous n'aurez nulle part dans ce monde où vous cachez. Une nouvelle porte des étoiles. Attention, on y est. Vous pourriez retourner dans votre monde si vous le vouliez. Non. Le bouclier a lâché. Allez, ouvrez. Il faudra repartir là-bas et poursuivre notre mission. Stargate. Atlantis. Je trouve le trailer en fait des tonnes, ça me fait beaucoup trop rire. Voilà, vous avez un peu une idée de ce que c'est. Et de quelle gueule ça a aussi, même si on va voir quelques images. Moi j'ai une... on peut fermer. J'ai un rapport assez particulier avec Stargate Atlantis par rapport aux autres séries Stargate, parce que c'est la première que j'ai vue en fait. J'ai vu Atlantis avant de voir SG1 et le reste. Du coup c'était bizarre, je me suis retrouvé dans une série où je connaissais pas l'univers et il y avait des trucs qui étaient pas représentés. Genre au début du pilote on voit O'Neill et Jackson, et je suis en mode, qui sont ces gens? Je ne les connais pas. Ils ont l'air importants mais je ne les connais pas. Mais c'est par là que j'ai découvert Stargate, voilà, Stargate Atlantis. Et du coup, j'ai une affection toute particulière pour cette série, voilà. Stargate Atlantis, j'ai le coffret de la saison 1 par là. J'ai une affection vraiment toute particulière pour cette série. Voilà, voilà pour les présentations. J'adore ce trailer, il est vraiment le côté sérieux et grave au début, suivi par le côté un peu électro après, puis après le métal à la fin. J'adore les années 2000, putain.
l'esthétique l'esthétique télé des années 2000 est un truc qui me fascine depuis très longtemps et, euh, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, même si c'est un peu des catastrophes esthétiques des fois, mais c'est ça qui est marrant aussi. Alors du coup, nous voilà de nouveau sur Stargate Fusion. On peut remettre la musique en fond, je sais pas. Non, pour l'instant on va pas la mettre. Du coup je peux enlever ça. Nous revoilà sur Stargate Fusion. Voilà la tier list qui est prête, qui attend d'être remplie. Euh, C'est une série que j'ai beaucoup vue, que je connais pas mal, notamment la saison 1, et que je trouve quand même assez cool et qui renouvelle un peu la formule Stargate sans la révolutionner, mais qui la renouvelle, en tout cas. C'est comme Matrix, le deuxième ça reload. La révolution ce sera pour le troisième opus. Voilà, c'est la vanne par rapport à Matrix Reloaded, où le but de Neo dans Matrix Reloaded est de relancer la, 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 la matrice. Et dans Revolution, il va tenter de la révolutionner. Donc voilà, faudra attendre la troisième série pour la révolution. Mais ça reste du Stargate dans le texte. Avec quelques défauts en moins. Notamment, moi, un truc que j'ai remarqué là quand je me suis relancé la série, c'est le développement des personnages. Parce qu'en fait, c'est quasiment genre. Il y a un vrai développement des personnages. Alors que dans Stargate SG1, il faut attendre longtemps avant d'en avoir ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que le cadre militaire aide pas, mais là c'est une expédition civile. Et les personnages ont l'air un peu plus proches et un peu moins collègues, en fait. Et aussi ressentent des émotions. Ça, on y viendra plus tard, mais genre dans la saison 1, par exemple, l'équipe est composée à moitié de civils, à moitié de militaires. Alors que dans SG1, O'Neill est un militaire, Carter est une militaire, du coup, ça respecte les ordres et ça pose pas trop de questions, en fait, ça respecte les ordres. Ça, voilà quoi, vous avez compris. Teal'c est un militaire, pas de la Terre, mais un militaire quand même, et en plus assez froid. Et il y a que Jackson qui exprime des émotions dans ce bordel. Qui exprime tout le temps des émotions, parce que les autres aussi en expriment de temps en temps. Alors que là, dans cette série, déjà le héros, John Shepard, est beaucoup plus proche de son chef que O'Neill avec le général, parce qu'O'Neill avec le général, c'était une relation de hiérarchie. Alors que là, il y a une hiérarchie, mais la chef est une civile, et les deux sont à peu près les chefs tous les deux, hein, avec le Dr. Ware, qu'on a découvert en saison 7 de Stargate SG1. Et après, il y a Tayla qui est une locale, et Ford qui est un autre militaire, malheureusement, mais qui est assez fun et qui est assez bon en ambiance. Et McKay qui se laisse vraiment porter par les émotions, qui est un scientifique. Et du coup, l'équipe, il y a beaucoup moins ce côté chaîne de commandement, en fait. Je trouve Stargate Atlantis, c'est un peu démilitarisé. C'est un peu moins centré sur les militaires et sur le côté armé, et c'est un peu plus fin, en fait, tout simplement. Et avec ça vient aussi un peu plus de légèreté. Parce que Stargate SG1 est quand même resté assez sérieuse, avec quelques blagues, c'est que sur la fin qu'il commence à avoir des vannes. Mais là, la série est quand même plus légère, sans être non plus cynique, second degré, et méta, le truc dont j'ai souvent parlé qui me fait chier dans Stargate. C'est juste, c'est les personnages en fait qui sont un peu plus légers, parce qu'il y a moins ce cadre militaire très formel. Et en plus, là, même si dans les faits, ils vont avoir les mêmes actions que SG1, l'équipe qu'on suit est une équipe de commandement en fait. C'est une équipe d'exploration, mais aussi de commandement. Du coup, elle est vraiment impliquée dans tous les aspects de cette mission auprès du chef. Et chacun a vraiment son mot à dire. Et voilà, c'est une série que je trouve vachement plus humaine en fait, tout simplement. Plus centrée sur ses personnages, avec plus de scènes entre les personnages, même si elle reste assez rare, faut le reconnaître. Mais, mais dès le début, c'est une série qui va être centrée sur ses personnages, en fait. Et pas sur son histoire ou ses missions. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, en plus de donner un petit coup de frais à l'univers Stargate, en termes d'esthétique, notamment la cité d'Atlantis est sublime, les décors sont vraiment cool. Et contrairement à beaucoup de décors SF un peu low budget de cette période-là, ils n'ont pas vieilli.
Euh, Il y a des décors dans Stargate SG-1, par exemple, même plus tard à la fin. Tu vois, ça fait plastique, ça fait fake, ça fait vieillot en fait. Et c'est des esthétiques qui ont assez vieilli, alors que la cité d'Atlantis a un design qui vieillit extrêmement bien. Et notamment les décors intérieurs, les décors extérieurs un peu moins à cause des effets spéciaux tout simplement. Mais voilà, c'est une série qui vieillit comme du bon vin, je trouve. Il y a quelques trucs ridicules, notamment les nouveaux ennemis qu'on voit là, par exemple les Wraiths, qui peuvent faire un peu vieillot et pas très inspiré. Euh, Mais ça va avec ce côté plus léger aussi. Il y a un truc que j'ai souvent dit aussi, même si en revoyant Stargate SG-1, je trouve que c'est un peu faux. C'est que Stargate Atlantis, à la fois, va dans des trucs beaucoup plus science-fiction hard, un peu sérieuse, et à la fois, il y a une ambiance générale beaucoup plus heroic fantasy. Mais ça, c'est probablement la sortie du cadre militaire. Dans l'ensemble, en vrai, c'est toujours très militarisé, Stargate. C'est toujours de la SF assez militaire, hein. Mais c'est bizarre, ouais, parce que ça a ce côté heroic fantasy et presque des fois medieval fantasy. Euh, mais après, c'est aussi quelque chose vers lequel Stargate s'est tourné au fur et à mesure également. On verra sur les saisons 9 et 10, surtout, de Stargate SG-1, où là, ça devient de l'heroic fantasy medieval fantastique, en fait. Mais voilà. Donc il y a quelque chose vraiment, vraiment que je préfère. Donc on va commencer. Alors Rising, une nouvelle ère qui est le pilote, qui existe en version one shot en fait. Il n'est pas forcément découpé. Et du coup on va le considérer comme un seul épisode. Je vous rappelle la règle sur les doubles épisodes. Ça dépend. Je fais ce que j'ai envie. Voilà la règle globalement. Alors, la découverte des coordonnées de la cité d'Atlantis permet au docteur Elizabeth Ware de former une équipe internationale regroupant les meilleurs scientifiques et militaires afin d'aller l'explorer. Ça, c'est un truc très cool de Stargate Atlantis, c'est que c'est une équipe internationale. C'est terminé tout ce côté très pro-américain. Là, on rentre dans quelque chose de quand même plus sain, hein, dans le cadre général. Bon, le fait est qu'il y a quand même beaucoup d'Américains, et principalement des anglo-saxons et des anglophones. Sauf quelques personnages. Il y a McKay qui est canadien. Bon, il y a le docteur qui s'appelle Beckett qui est écossais. Et, et la seule nationalité un peu exotique, c'est le docteur Zelenka qui est tchèque. Mais sinon, les autres, c'est des américains. Je crois, enfin, parce que les soldats, notamment, sont tous des soldats américains. La force armée, c'est du soldat américain. Alors, quels sont les moments clés? Départ d'Atlantis de la Terre pour la galaxie de Pégase, découvert des coordonnées d'Atlantis dans l'avant-poste de l'Antarctique. Dans une scène très cool d'ailleurs, voilà. Moi j'adore le début jusqu'à ce qu'ils partent et les premières découvertes, le début de la découverte de la cité, je trouve ça très enivrant et ça donne envie de partir à l'exploration. Formation de l'expédition, arrivée de l'expédition sur Atlantis, rencontre avec Teyla et Magan et des Athosiens, donc ça c'est une des premières planètes qu'ils visitent, ils tombent sur Teyla. Première apparition des Wraiths, du coup ils attaquent cette planète et ils vont décider d'accueillir. Il y a plusieurs personnes qui vont se faire capturer pendant cette attaque, des Terriens comme des Athosiens. Et du coup, on part sur la deuxième partie. L'expédition se retrouve confrontée à la question d'abandonner Atlantis immergée sous l'océan. Parce qu'en fait, ils arrivent, elle est immergée sous l'océan, comme le mythe de l'Atlantide. Et, elle va se faire inonder, en gros. Et du coup, ils pensent vraiment à la quitter. Tandis que Shepard lance une mission de sauvetage pour sauver ses compagnons. Et là, on va vivre un moment incroyable. Sans doute un de mes moments de télé préférés de tous les temps. C'est... Ah, je savais pas je le regarde toujours en one shot, en fait. Il ramène le peuple athosien sur la base au moment où la base va être abandonnée. Et là, du coup, on peut regarder... voilà, donc le bouclier qui protège la cité va tomber. Mais c'est sans compter quelque chose. La cité va commencer à sortir de l'eau. Et je trouve que c'est un des moments, je vous le raconte très mal, mais c'est un des moments les plus enivrants
que j'ai pu voir à la télé, je pense. Vraiment, la scène de sortie de l'eau d'Atlantis est ultra épique, ultra cool. Est-ce que je peux pas la trouver sur YouTube, un petit YouTube là, en mauvaise qualité pour pas trop se faire flag? Stargate Atlantis Rise. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vous mets ça. Personnel, this is Weir. Ouais, ça prête à abandonner. On regarde juste le petit extrait sur YouTube. I'm reading Lieutenant Ford's identification code. Let him in. Un petit détail, moi je regarde jamais en VO Stargate. Stargate pour moi c'est de la VF, point. Step in, Bob. Move away from the throttle. Major Shepard. Je regarde pas d'extrait normalement, mais ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué définitivement dans ma cinéphilie en général en fait. Donc, Major Shepard, who are all these people? Survivors from the settlement. We were attacked. Sumner and some of our men were taken. What's going on? We are in no position to help anyone right now. What the hell's going on here? We're about to abandon the city. Going back there is a really bad idea. Major Shepard, the shield is about to fail and the ocean is about to come crashing in on us. Do you have a better place for us to go? Jinto, you have any other address we can get to? Yes, many. Jinto. He's just a boy. I am Jinto. She's pleased to meet you. On va avancer. The shield is collapsing! Et la musique aussi, je trouve que c'est un moment de tension assez exceptionnel quand même. I'm dialing an address. She's right. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je suis vraiment ultra fan. Et regardez-moi ces décors, hein, ils sont vraiment, moi je trouve qu'ils sont vraiment quali. Et c'est vraiment une série où le jeu des décors va être assez exceptionnel, notamment quand c'est Martin Wood qui réalise. C'est là où Martin Wood va briller pour moi. C'est le réalisateur de cet épisode notamment. Genre la cité te paraît immense alors qu'il tourne avec 4 bouts de décor, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs c'est assez rigolo d'essayer de remarquer de quel décor ça vient et tout. Eh, quand même, pour des effets spéciaux de 2004 à la télé, ça va, hein. Il y a des scènes qui changent des vies et celle-là en fait partie. Ouais, bon, les effets spéciaux d'eau sont galères un petit peu, mais on est en 2004, hein. En 2025, c'est toujours très compliqué de faire des effets de flotte, donc... Des films comme Avatar sont des... comme Avatar 2 sont des... Comment ça s'appelle? Sont... des exceptions. We're on the surface. C'est exceptionnel. I was hoping for another day. It looks like we just got a whole lot more than that. Let's not waste it. Il y a des plans qui changent des vies et il y a des architectures qui changent des vies. Bref, c'est une scène qui est très importante pour moi, je vais pas vous mentir. Regardez-moi l'iconisme de cette cité. Bref. Voilà. Voilà ce qui se passe dans la partie 2. Alors, la cité d'Atlantis refait surface, découverte d'une porte des étoiles spatiales, découverte des dards et des vaisseaux ruches, rencontre d'une reine Race. Donc en fait, en allant sauver ses compagnons et les compagnons de Teyla, John Shepard va tuer la gardienne du coup des Race, qui sont cette race... Pour vous expliquer, c'est des vampires, mais leur bouche elle est dans la main. Voilà, globalement, on va pas se faire chier. Il la tue et ça réveille tous les Race de la galaxie. Donc c'est la merde. Décès de la gardienne et réveil de tous les Race. Je vais pas tergiverser 30 ans. Ce pilote,
est exceptionnel. Voilà, ça c'est de l'introduction qui marche du feu de Dieu. Y a rien à dire. C'est vraiment pépite. C'est assez ouf. Et non, vraiment. Après, j'ai un attachement tout particulier à cette série parce qu'en gros, pour vous expliquer, en gros, j'ai découvert Star Wars quand j'avais 9 ans à peu près. Et à partir de là, j'ai aussi découvert Internet et notamment les sites de streaming illégal. C'est aussi à ce moment que j'ai découvert ça et j'ai passé beaucoup de temps à rechercher cette excitation que j'avais découvert avec Star Wars niveau science-fiction. Voilà, c'est là où je suis devenu vraiment amoureux de science-fiction. Et j'ai passé du temps à chercher. Et Stargate Atlantis est arrivé pile au bon moment. Je l'ai découvert 1 ou 2 ans, je pense 1 an après Star Wars. Et il y avait tellement de contenu, ça m'a assouvi en fait. Genre, j'ai tout maté, j'ai tout regardé pendant des années. Je regardais que ça. Je regarde toujours que ça d'ailleurs. C'est quelque chose, voilà, là je suis en train de tout me refaire, ça me prend des mois. J'ai découvert Stargate par Stargate Atlantis et c'est arrivé pile au bon moment. Ça m'a complètement satisfait en fait sur ma recherche de science-fiction, space opéra grand public et divertissement. Et donc j'ai un attachement tout particulier et ce pilote particulièrement, je le trouve quand même assez ouf. Et il met extrêmement bien en place tout ce qui va être la suite de la série et le ton de la série aussi tout simplement. Je me recadre un peu. Donc c'est un pilote exceptionnel. Euh, Épisode 3 du coup, invulnérable. Tandis que l'expédition s'installe dans la cité, Beckett effectue les premiers essais d'inoculation du gène ATA. Au même moment, un Atosien libère une créature énergivore menaçant Atlantis et ses habitants. Donc là, il va y avoir 2 histoires principales. Il va y avoir Rodney McKay, scientifique, qui va utiliser ce petit bouclier, qui a trouvé ce petit bouclier, qui va l'utiliser, mais en fait, il se retrouve coincé dedans. Il peut ni boire, ni manger, ni rien faire. Et en parallèle, voilà, par exemple, voilà, c'est la forme de vie énergivore qui menace Atlantis et ses habitants et qui est à la recherche de sources d'énergie qui finit par attaquer des habitants, évidemment. Donc ça va être un premier épisode sur base, comme je les appelais dans SG1. Sauf que dans SG1, les épisodes sur base se passaient sur une base terrienne. Et c'était souvent des trucs ramenés d'une planète étrangère qui qui posait problème. Sauf que là, c'est la base elle-même, en fait, qui va poser problème. Et c'est ce que voilà, c'est les épisodes dans la cité. Ça va alterner, en gros, la série va alterner souvent entre des épisodes d'exploration Stargate classique et des épisodes de découverte de la cité, en fait. Et la découverte de la cité prend presque autant de place que la découverte de la galaxie et des autres planètes. Et là, c'est à la fois la découverte d'une technologie ancienne, ce bouclier, et à la fois cette forme de vie qui va se mettre à foutre la merde. Découverte de l'origine des recherches sur l'ascension. Et l'ascension, je vous rappelle, c'est une forme de vie supérieure où tu deviens pure énergie, et toute la race qui a construit cette cité l'est devenue, en fait. Donc voilà, c'est un épisode d'introduction de la cité en elle-même et des dangers qu'elle peut receler. Voilà, ça en gros, c'est l'énergie, ils essaient de la faire se barrer par la porte des étoiles. Mais déjà, regardez-moi ça, c'est sublime. Voilà. Mais après, c'est un bottle épisode, c'est un épisode filler, mais qui permet quand même d'installer à la fois, notamment, à la fois la relation entre les personnages plus que le pilote, notamment entre McKay et Shepard ou McKay et Beckett, le docteur, et de montrer qu'il y a une bonne ambiance globalement. Et, et voilà, donc ça introduit un peu les dangers que pour présenter cette cité. C'est. Et les bonheurs aussi, parce qu'ils découvrent notamment ce truc, qui est un téléporteur en fait, comme un ascenseur, mais ça téléporte. Voilà. Mais c'est du bon boulot quand même, mais voilà, c'est un premier épisode un peu plus calme après un pilote assez exceptionnel. Je sais pas si je le mets en B, voire en C en vrai. Euh, Pour l'instant, ce sera B. Pour l'instant, ce sera B.
Alors, épisode suivant, 38 minutes. On rappelle, 38 minutes, c'est la durée maximum d'ouverture d'une porte. Il y avait déjà un épisode qui s'appelait 48 heures, mais qui était aussi basé sur ça. Au cours d'une mission, Shepard est victime d'un insecte alien, mais après avoir effectué des tirs ennemis restants, le Jumper et l'équipe se retrouvent coincés dans la porte spatiale. Alors, là aussi, en vrai, on pourrait croire que c'est un épisode filler à la con, mais c'est aussi un épisode d'introduction, et cette fois pour introduire le fonctionnement notamment de la porte des étoiles et du Jumper. Le Jumper, du coup, qui est ce vaisseau à moitié dans la porte, là. C'est ce vaisseau dans la porte. Donc ça permet en fait pour ceux qui n'ont pas suivi les séries précédentes, c'est pour ça que la série, je trouve, est bien foutue quand même, c'est qu'elle prend le temps de réintroduire l'univers de Stargate aux néophytes. Ça permet de représenter le fonctionnement d'une porte des étoiles, tout simplement, un peu plus en détail. Et aussi, ça permet de présenter le fonctionnement de ce petit vaisseau qui est le Jumper, qui sert à traverser la porte. Tout en expliquant aussi un peu plus sur les Wraiths, puisque cet insecte est sur la planète des Wraiths. Il lui pompe sa force vitale. Donc voilà, ça va être un épisode contre la montre, où il va falloir trouver une solution pour sauver tout le monde, évidemment, puisque le Jumper est à moitié coincé, et si la porte se ferme, vu que c'est une porte qui se trouve... Je sais pas si on le voit. Bon, on le voit sur... C'est une porte qui se trouve dans l'espace, ça c'est une spécificité de Stargate Atlantis. Il y a des portes spatiales, donc impossible d'y aller sans vaisseau. Et donc, si la porte se ferme, le Jumper se coupe. Ceux qui sont à moitié rentrés ne sont pas réapparus de l'autre côté. Il faut que tout rentre pour que tout réapparaisse de l'autre côté. Et ceux qui seront dans la porte disparaîtront et les autres seront aspirés par le vide spatial. Vous connaissez. Donc voilà, c'est un épisode un peu contre la montre qui marche plutôt bien. Voilà, ce personnage est un vrai fils de pute. On n'y reviendra plus jamais. Parce que du coup, il y a Shepard qui est à la fois malade. Ils essaient à la fois de encore une fois, un double problème. Ils essaient à la fois de sauver Shepard et à la fois de sauver tout le monde. Et c'est un épisode qui marche super bien et qui vraiment, lui... franchement, je pourrais peut-être le mettre en A. Je trouve que c'est un épisode indépendant vraiment très très efficace. Il va partir en A, je l'aime vraiment énormément. Alors que les décors sont assez simples, c'est les décors de la cité, le vaisseau, vite fait deux extérieurs. C'est assez simple comme épisode, mais moi je trouve que ça marche du feu de Dieu. Épisode suivant, soupçon. Le doute règne sur Atlantis lorsqu'on découvre qu'il existe un espion sur la cité après que l'équipe de Shepard ait été victime de plusieurs attaques Wraith lors de missions d'exploration. J'aime bien cet épisode, voilà. C'est un épisode correct. Alors le twist, en fait, découverte de l'ouverture du hangar à Jumper et découverte du continent de Lantia. Bon, ça c'est l'intro, en gros ils découvrent que... On aurait dit une planète océan, mais en fait il y a un continent sur cette planète. Et les Athosiens qui vivent jusque dans la cité préféreront aller sur le continent. Capture du Wraith Steve. Alors ça c'est un petit truc marrant, c'est... Bon en gros je vous explique l'épisode facilement. Il soupçonne un espion, et puis en fait il s'avère que c'est Teyla, mais pas volontairement, et qu'elle a un émetteur sur elle dont elle ne connaissait pas l'existence tout simplement. Un émetteur subspatial qui indique la présence des Wraiths. Enfin, qui indique la présence de Teyla, donc les Wraiths viennent là. Et du coup, ils finissent par profiter de ce truc pour capturer un Wraith pour essayer d'en apprendre plus sur cet ennemi. Et le petit truc des Wraiths, c'est qu'ils n'ont pas de nom. En fait, voyez ça un peu comme un esprit de ruche. D'ailleurs, leurs vaisseaux principaux s'appellent des vaisseaux ruches. Voyez ça un peu comme des insectes. Et du coup, ils ont des reines, mais ils n'ont pas d'individualité spécifique, en fait. Et du coup, ça va être la grande blague générale de Stargate Atlantis, c'est Shepard va leur donner des petits noms. Et le premier, c'est Steve. Voilà. Donc c'est un épisode qui fait quand même avancer un peu l'histoire et les connaissances à la fois sur les Wraiths, à la fois sur certaines technologies, sur la planète. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Je trouve l'épisode assez plat quand même par rapport au reste. Donc pour l'instant, ça va partir en C. Épisode 6, la fin de l'innocence. Alors comme d'habitude, je pense tous les 7 épisodes, on fera une petite pause
pour que je repose un peu ma voix et que je puisse parler. De 5 minutes, histoire d'aller faire pipi, boire un coup. Et du coup, je pense, ouais, tous les 7 épisodes, on s'arrête. Ça devrait le faire. Alors. Lors d'une mission, des perturbations électromagnétiques font s'écraser le jumper de l'équipe de Shepard. Celle-ci décide donc de chercher la source de ces fameuses perturbations. Donc là, ça va être un épisode découverte de planète. Ils vont découvrir du coup une planète peuplée uniquement d'enfants. Parce qu'en gros, ils ont une tradition, ce peuple, c'est qu'à partir de 25 ans, ils se suicident. Selon eux, ça éloigne les races de chez eux. En fait, il s'avère qu'il y a un bouclier qui couvre pas toute la planète, mais qui empêche les races de venir. Et ce bouclier ne couvre pas, ne couvre pas toute la planète. Et du coup, cette tradition a été instaurée un peu pour limite démographique. Voilà, je vous spoil un peu l'épisode. On retrouve Elliot. Enfin, c'est pas Elliot en fait, mais c'est l'acteur qui jouait le lieutenant Elliot dans Stargate SG-1, qui est apparu 2 fois et qui est mort tragiquement. Et voilà, là il joue le chef, l'aîné du village qui a 25 ans. Donc ça veut dire que sur cette planète, je serais déjà mort depuis quelques mois. C'est super, hein. Et là, quand même, il y a quelque chose dont j'aimerais parler. Je vous avais parlé du côté de SG-1 qui était un peu une série, pas coloniale, mais où ils arrivent sur une planète. Les mœurs ne sont pas les mœurs de la Terre, les mœurs de l'Occident, de la Terre. Et du coup, ils vont décider que c'est de la merde et qu'il faut changer ses mœurs. Ça arrive souvent, ça, dans Stargate SG-1, et c'est quelque chose qui m'avait fait chier, notamment au début de la série. Je trouve qu'il y a un côté très le colon blanc qui vient apporter la civilisation dans Stargate SG-1. Et là, on pourrait croire que c'est aussi le cas dans Atlantis, mais en fait, au lieu d'essayer de les forcer, ils vont essayer de les forcer à abandonner cette tradition qui en fait ne sert à rien. Mais ça, ils ne savent pas encore. Ils vont se mettre à l'écoute, être compréhensifs, être notamment Shepard, il va beaucoup discuter avec le chef du village. Et il n'y a pas de non mais faut arrêter ça, vous êtes complètement con. C'est il essaie de le convaincre, il essaie de le persuader plutôt par des moyens, par la discussion, et tout en respectant quand même leur tradition. Et c'est une fois qu'ils ont la preuve que la tradition est en fait factice et ne sert que à limiter leur population, qu'ils vont les convaincre. Mais du coup, il y a quand même un côté plus moins blanc, moins je viens apporter moins civilisateur en fait dans Atlantis. Ils respectent les peuples, tous les peuples et leurs mœurs un peu plus que dans SG-1. Bien sûr, ils essaient de les discuter, mais c'est dans SG-1, souvent ils finissent par s'énerver et ça finit par déraper un peu, mais là pas du tout. C'est un voilà, ça dérape plutôt du côté des indigènes. C'est un bon épisode, c'est plutôt lui qui pète un câble et qui se dit les adultes vont nous amener à notre mort, etc. Et donc ça, en fait, parce que je croyais quand j'ai revu la série, je pensais que j'allais retrouver ce que j'avais pas aimé dans le début de SG-1, ce côté civilisateur colonial. Mais en fait, non, c'était plus malin que prévu, donc je suis tout à fait satisfait de cet épisode. Après, c'est pas un grand épisode non plus, mais il est bien joué, bien mené, et il y a des passages assez tendus, des passages assez intéressants. Pour moi, ça va en B. Épisode 7, Sérum. Comment ça a fait plus d'audience en France qu'aux États-Unis? C'est pas normal, ça. Le docteur Beckett se rend sur Off afin d'aider ses habitants à terminer un sérum conçu dans le secret depuis des centaines d'années qui leur permettrait de lutter contre les Wraiths. Donc voilà, on découvre la civilisation Ophan, qui est une civilisation industrielle début 19e siècle, à peu près. Ah, j'avais pas vu, on voit des plans larges dans Stargate, toujours on les prend. Moi, je trouve souvent que dans Stargate Atlantis, ils sont un peu plus moches que dans SG-1, mais on prend quand même. Voilà. Et du coup, il y a cette histoire de poison, qui à la base, leur objectif avec ce sérum, c'est que les Wraiths ne puissent pas se nourrir d'eux. Mais en fait, ils découvrent après essai sur Steve que non seulement ils peuvent pas se nourrir d'eux, mais ça empoisonne les Wraiths.
Mais finalement, voilà, il est dead. Mais finalement, il se trouve que ça empoisonne aussi les êtres humains et ils finissent par tous mourir. Et, euh, et encore une fois, ce côté civilisateur euh, est absent, enfin, est moins présent que dans le reste. Donc, rencontre avec les Ophan, création d'une arme biologique, décès de Steve, inoculation de la majorité de la population Ophan. C'est. Donc, les terriens disent que ce poison, il faut l'arrêter parce qu'il tue des gens et c'est pas une bonne idée. Et surtout, enfin, c'est pas une bonne idée aussi parce que si les Wraiths peuvent plus se nourrir d'eux, ils vont simplement les détruire en fait la prochaine fois qu'ils viendront. Mais ils font voter, enfin les Ophan font voter ça sur leur planète et les gens de leur planète sont plutôt d'accord. Enfin, sont plutôt d'accord avec leur gouvernement, c'est-à-dire ils vont s'inoculer le poison. Et notamment Shepard va faire comprendre, enfin, va accepter ce choix au lieu d'essayer de le changer à tout prix. Je veux dire, c'est votre choix, bon courage. Allez, salut, vous avez fait une décision que je trouve conne, mais allez, salut. Et du coup, voilà, il y a encore une fois ce côté. euh, il laisse les peuples de cette galaxie faire comme ils veulent, en fait. Faire selon leur choix. Ce qui n'était pas le cas dans SG1, mais dans SG1, il y avait tout ce truc sur les faux dieux. Et que du coup, ils voulaient juste libérer tout le monde de l'esclavage. Mais des fois, il y a quand même ce côté aussi, vos mœurs sont pas les bons, c'est comme ça. Dans Atlantis, il y a aussi ces discussions, vos mœurs sont pas les bons, mais il y a vraiment un respect des différentes cultures et mœurs, en fait. Et ils essaient de leur faire changer, mais jamais trop par la force. Enfin, en tout cas, dans sa saison 1, c'est pas le cas. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Après, l'épisode, je le trouve assez faible. Il y a une petite relation qui se déroule entre le docteur Beckett et un docteur Ophan, qui finit par mourir, et c'est assez terrible. Euh, mais voilà, je trouve l'épisode non plus pas passionnant. Il a des idées et des débats passionnants dedans, mais l'épisode en lui-même est assez plat et il se passe pas grand-chose. Mais c'est aussi les marques de fabrique d'Atlantis par rapport à The 1, c'est qu'il y a plus d'épisodes qui ne sont ni de l'action ni du contre-la-montre en fait. Il me semble que c'est un peu plus. Voilà, celui-là par exemple, il y a pas de grande bataille, c'est juste des discussions. Ça marche plutôt bien. Et c'est pas chiant à regarder, mais c'est. Voilà, il n'y a rien non plus à se taper le cul par terre, quoi. Voilà, voilà. Donc celui-là, en fait, ouais, pareil que Soupçon, je trouve ça quand même assez plat. C'est. Et sur ce coup-là, on va faire une petite pause, faut que j'aille aux toilettes. Je vous remets un peu de musique et je vous remets l'écran d'attente. Eh bien, à de suite.
Et nous nous retrouvons. Je suis en plein sur la lumière. Le rayon de lumière est en plein sur ma gueule. C'est trop chiant. Je vais essayer de régler ça. Ah, c'est un peu mieux. Hop, 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 hop. Je vais recouper la musique par contre. Donc, où en étions-nous? Bam, navigateur. Épisode 7. Épisode 8, apparence. Alors que les provisions de l'expédition diminuent dangereusement, Taylor propose d'entrer en contact avec les Jedi, un peuple avec qui elle a souvent eu l'occasion de commercer. Donc de simples fermiers, qui se révèlent en fait être une force humaine armée, technologiquement avancée aux années 50, 60. Et donc ils vont essayer de former une alliance qui va malheureusement échouer. Voilà, ils ont un programme nucléaire, c'est pour ça que je dis c'est les années 50-60. Et le double jeu est assez rigolo, déjà. Genre au début, on croit que c'est des simples fermiers, mais on finit par découvrir que c'est pas le cas. Des plans larges, toujours. Un immense bunker où la plupart de la population vit. Et les Jedi, moi je trouve que c'est vraiment super, parce que c'est des alliés et des ennemis. C'est politiquement, je trouve, très bien foutu. En gros, ils ont les mêmes objectifs, du coup, ils vont quelquefois s'allier, tout au long de la série d'ailleurs. Mais le plus souvent, sont trop en désaccord sur les méthodes, notamment à partir de cet épisode où ils font une mission commune qui échoue. Un des Jedi meurt et ils mettent la faute sur les Terriens. Voilà, je trouve que c'est un élément de l'univers Stargate Atlantis qui est très cool, les Jedi. Même si cet épisode, je m'en fous un peu, je trouve ça plus intéressant dans d'autres. Mais ça va vraiment être un élément politique intéressant, les relations avec les Jedi dans cette série. Parce qu'ils ont globalement le même objectif qui est de détruire des races. Mais après, les Jedi reprochent aussi au terrain de les avoir réveillés trop tôt. Tout ça. Mais l'épisode en lui-même, je trouve, autant la partie où on apprend à les connaître, enfin où on découvre les paysans et en fait on découvre leur bunker secret et tout, est plutôt cool. Autant la fin qui consiste en une petite mission, je la trouve pas non plus incroyable, surtout que en gros c'est ce mec qui va mourir et qui vont le reprocher aux Terriens. Sauf que ce mec en fait voulait empêcher Teyla de sauver des humains enfermés sur le vaisseau, sinon ils allaient faire se repérer. Louable. Sauf qu'il finit par descendre un des prisonniers, ce qui les fait le repérer. Du coup, j'ai toujours trouvé ça con et ça m'a toujours fait chier. J'étais en mode, putain, mais il est vraiment débile celui-là. Et du coup, je trouve assez absurde la partie de la mission et de la traîtrise de chacun et du bordel que fout chacun l'autre. Et ça m'a toujours fait chier. Contrairement à la première partie que j'aime bien. Du coup, en vrai, j'aime bien les Jedi, mais leur épisode d'introduction m'intéresse pas tant que ça. Mais je pense que je vais le mettre en C. Mais si je le mets en C, il faut que je descende Léophane en D. Parce que Léophane est vraiment un épisode que je trouve assez lambda et qui ne m'intéresse pas du tout. Alors que Soupçon et Jedi, il y a quand même des bonnes idées, c'est quand même des bonnes choses. Mais voilà, pas non plus à se taper le cul par terre. Et l'épisode suivant, c'est Retour sur Terre. Déjà? On va voir ça. Au cours d'une mission, McKay découvre le moyen de rentrer sur Terre par la porte des étoiles. Mais à leur retour, Weir et leur équipe de Shepard réalisent que ce monde ne ressemble pas à celui qu'ils ont quitté. En fait, ils vont se retrouver sur une planète
Voilà, de brume, comme ça. Que je trouve le design basique, mais assez stylé. Et en fait, cette brume serait une source d'énergie qui pourrait servir à aller sur Terre. Donc ils y vont, mais en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en fait, ils ne sont pas sur Terre. C'est le brouillard est en fait une forme de vie qui les a fait tomber dans le coma et leur fait imaginer la Terre. Parce qu'en fait, s'ils avaient utilisé la porte pour aller sur Terre, ça aurait fait un génocide parmi leurs formes de vie. Et du coup, il y a des montages parallèles parce que chacun va être mis dans sa réalité qu'il aurait aimé être, chacun. Sauf Tayla qui connaît pas la Terre, du coup ils l'ont mis avec Shepard. Et du coup, il y a l'épisode est assez fun parce qu'il est bien écrit. Bon, notamment cette scène du double dialogue, mais même avant ça. Alors, par exemple, genre, là, il y a Dr. Ware consciente qui parle à ce Mackay qui est une illusion. Et en parallèle de ça, il y a ce Mackay conscient et qui découvre la supercherie qui parle avec cette Ware qui est une illusion en mode non mais c'est mort, on repartira jamais sur Atlantis, enfin abandonne-toi à ton sort, qu'est-ce que tu racontes, on est dans la réalité. Et du coup le double dialogue est sympa, mais même tout au long en fait, on comprend vite la supercherie. Bon, les fans les plus aguerris de Stargate la comprendront beaucoup plus vite. Parce que là, c'est le général Hammond qui est à la tête du SGC. Sauf qu'en parallèle est diffusé Stargate SG1. Et Stargate SG1 à ce moment-là, c'est plus le général Hammond qui est à la tête du SGC. On verra ça dans le prochain stream. Donc, voilà, on peut capter la supercherie assez vite si on connaît bien Stargate. Mais même en fait, on commence à voir que les discours, en gros, ils veulent leur faire croire qu'ils vont devoir rester sur Terre et pas le choix, ne pas retourner sur Atlantis. Et chacun pour des raisons différentes. Et du coup, au bout d'un moment, tu comprends les dialogues qui sont pas dans la même réalité chacun. Et du coup, je trouve que le puzzle est assez fun à regarder. En plus d'en apprendre un peu sur chaque personnage qui va retourner dans sa famille et auprès de ses proches, notamment Shepard et Ware, mais aussi un peu Mackay et Ford. Et vraiment, j'adore la structure de cet épisode, je la trouve trop plaisante. Et en plus, c'est une des dernières fois où on va voir apparaître Don S. Davis en Général Hammond. Donc c'est quand même très plaisant. Voilà, et ils finissent par comprendre la supercherie, la forme de vie leur explique pourquoi, et ils disent bon ben d'accord, on se barre et on revient jamais sur cette planète, promis juré. Et voilà. Et voilà, voilà. Juste le concept est trop cool. C'est un épisode à concept, un peu high concept, vraiment très sympa. Et est-ce que je le mets en B ou est-ce que je le mets en A? C'est quand même mieux que B. Ouais, ça part en A pour moi. C'est vraiment un high concept qui marche. Le high concept de l'illusion et un peu de l'univers parallèle, mais sans univers parallèle, donc plutôt cool. L'épisode suivant, c'est un double épisode et c'est le retour des Jedi. Alors, en pleine tempête, une énorme cyclone menace Atlantis et le continent où sont implantés les Athosiens. Alors que Ware et Shepard préparent l'évacuation, les Jedi profitent de la situation pour s'emparer de la cité. Et ensuite, alors que la tempête prend de l'ampleur, Shepard tente de reprendre le contrôle d'Atlantis aux Jedi. Pendant ce temps, Ford, Tell et Beckett sont toujours bloqués dans un jumper sur le continent. Donc voilà, c'est en pleine tempête, ils vont devoir essayer de sauver la cité, les Jedi en profitent et prennent possession de la cité, sauf de Shepard, et du coup, le double épisode va se transformer un peu en Die Hard. C'est pas la mauvaise personne au mauvais endroit, parce que Shepard est la bonne personne, mais c'est vraiment, il est tout seul face à un groupe armé, et va devoir essayer de se cacher, de sauver les otages. Donc c'est vraiment un Die Hard pour moi. Donc, découverte d'un cyclone de grande ampleur menaçant Atlantis, évacuation d'Atlantis, les Jedi prennent le contrôle, rencontre avec Acastus Kolia. Et Kolia, c'est un vrai enculé, moi je vous le dis. Voilà la tempête.
Kolia, c'est un peu un homme de main des Jedi et un sale homme de main, quoi. Vraiment, il est là pour casser des culs et il va avoir du coup un bif avec Shepard qui va durer encore plusieurs saisons. Et donc, à la fois, on va découvrir un peu plus sur la cité parce qu'il faut la sauver notamment et sur son fonctionnement. Et en gros, pour activer le bouclier, ils ont plus d'énergie pour le faire, mais ils vont utiliser des éclairs. Sauf que la prise d'otage met à mal un peu ce plan et c'est un peu compliqué ce qui se passe. Et voilà, et le 2 sur 2, c'est la suite de ça. Vous voyez, ils arrivent à activer le bouclier, évidemment, sinon la série s'arrêterait là. Landon Radim, fuite de Kola et de ses hommes, activation du bouclier d'Atlantis, Sora est retenue prisonnière par les Terriens. Je crois d'ailleurs on la reverra quasi plus jamais après euh, euh, excusez-moi, je réponds à un message. On la verra plus jamais, il me semble. Après, là, je suis qu'au début de la saison 2, donc ça se trouve, elle est encore par là. Voilà, c'est ce que je disais. Certaines parties de cet épisode et du précédent ressemblent à un film Die Hard. Shepard traque l'ennemi un par un dans un bâtiment fermé, tout comme John McClane. Par coïncidence, Robert Davi joue également un rôle dans Die Hard. Qui est Robert Davi? Kolia. Il joue qui dans Die Hard? Je suis curieux de savoir avec qui il a taffé. Enfin, avec qui il était. Parce que c'est quand même une gueule assez marquante et je trouve qu'il marche plutôt très très bien. Méchant dans quelques films cultes. Si je mets plutôt Robert Davi, Die Hard. Ah oui, c'est un des flics. C'est un des Johnson et Johnson là. C'est un des flics, ouais. C'est vrai, ça me revient maintenant. Je trouve quand même il a une gueule ce mec. Il a une gueule, ça marche plutôt bien. Voilà, ce double épisode, c'est un épisode contre la montre, doublé d'un épisode Die Hard, du coup. C'est une première dans Stargate, j'ai l'impression. Et, et j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est tendu, c'est de grande qualité. Ça part en A direct, hein, vraiment. Vraiment, c'est la grande qualité de Stargate Atlantis, c'est faire des épisodes comme ça, quoi. Mais très honnêtement, je vais avoir du mal à en mettre en basse position du Stargate Atlantis, notamment la saison 1 que je trouve vraiment assez exceptionnelle. Vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3. Ouais. Dans les faits, il y en a 6, mais on va le considérer comme un seul. Il y a 4 épisodes en A quand même. Genre, je vais avoir du mal à trouver des épisodes un peu moins bons en fait. Il y en a des un peu moins bons quand même, on va pas se mentir. Mais même les épisodes pas très bons, genre les hauts fans, je les trouve bien écrits, solides et plus que SG1. SG1, je disais souvent, les épisodes en D, c'est pas que je les aime pas, c'est pas qu'ils sont nuls à chier, c'est que je les aime moins. Mais là, même dans Stargate Atlantis, c'est encore plus difficile parce que j'aime vraiment tout ce qui se passe, quoi. Mais allez, continuons sur l'épisode suivant. Encore un très bon épisode, Duel. Alors qu'ils partent explorer un satellite ancien, Shepard et McKay détectent l'épave d'un vaisseau Wraith échoué sur une planète du système solaire d'Atlantis et décident de l'explorer. Donc, vaisseau échoué depuis la guerre entre les Wraiths et les Anciens qui était il y a 10 000 ans. Spoiler, un Wraith a survécu. C'est lui. Et du coup, là, ça va être un peu un 1v1 entre Shepard et ce Wraith pour voilà, ils vont se taper dessus. Donc on explore le système solaire d'Atlantis, découverte d'un satellite ancien, en orbite du point Lagrange. Je sais pas ce que c'est le point Lagrange, ils font quoi en parler? Est-ce que c'est un truc spatial Est une position de l'espace où les champs de gravité des deux corps en mouvement orbital... Quoi? Je comprends pas. Je comprends. Est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en mouvement orbital l'un autour de l'autre et des masses substantielles fournissent exactement la force centripète. Bien sûr.
requises pour que ce point de l'espace accompagne simultanément le mouvement orbital des deux corps. D'accord. J'avais jamais compris. Je m'étais jamais renseigné non plus. Découverte d'une épave d'un ravitailleur Race. Affrontement d'un lieutenant Race survivant. Décès du docteur Gall et Abrahams. Malheureusement. Le premier se fait bouffer, le deuxième se fait à moitié bouffer et se suicide. Du coup, c'est pas un Die Hard, mais il y a, je sais pas, il y a encore quelque chose de très actionneur dans cet épisode en étant fin, puisqu'on se retrouve avec les deux sont coincés sur la planète et essaient de se juger l'un l'autre. C'est vraiment un contre un, ce combat entre Shepard et le Race, et il est extra. Et on se rend compte surtout de la puissance d'un seul Race, parce qu'il survit vraiment à tout et n'importe quoi, des explosions, des multiples tirs dans le torse. Voilà, c'est l'épisode apporte quand même pas mal de choses sur comment fonctionnent les Rays, tout simplement. Et comment fonctionne aussi, genre là, quand il leur bouffe la vie. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je le trouve juste extrêmement cool et très bien foutu cet épisode. Voilà, c'est un épisode un peu survival dans le désert. J'hésite à le mettre en A aussi, très honnêtement. On verra après. Une fois qu'on aura tout trié, on essaiera de rééquilibrer un peu tout ce bordel. Épisode 13, Virus. Mackay et son équipe sont contaminés par un virus alors qu'ils explorent les sections d'Atlantis endommagées par la tempête. L'expédition doit alors trouver un remède avant que le virus ne se propage davantage. C'est un épisode filler, entre guillemets, classique. Voilà, un nanovirus mortel. On ne découvre plus sur la cité parce que la cité a des protocoles de quarantaine automatique et du coup ils se retrouvent un peu coincés par la cité elle-même. Et voilà, et en fait il s'agit d'une nanotechnologie. Et pour leur donner une IEM, ils font péter un générateur anacoda au-dessus de la cité qui est, qui est du coup nucléaire. Et une explosion nucléaire, ça fait une impulsion électromagnétique. Voilà, ça va être un épisode, encore une fois, un peu contre la montre parce que les morts commencent à s'accumuler. Et à la fois, voilà, c'est au cours d'une scène où ils explorent la cité elle-même. Parce que comme je l'ai dit, ils vont autant explorer la cité que la galaxie. Et le but de la série va être autant d'en apprendre plus sur la cité que sur la galaxie. Mais pas non plus grand-chose à dire de plus. Ça va être un épisode d'enquête sur qu'est-ce que c'est que ce virus. Et au fur et à mesure des morts, on va en apprendre un peu plus. Et au final, un des persos principaux est en danger, c'est Mackay. Et ils vont devoir trouver le remède avant qu'il ne meure, tout simplement. Voilà. C'est un super épisode. Filler. Qui me passionne pas non plus des masses, on va pas se mentir. Ouais, non, mais c'est un bon. Il est pas plat comme les épisodes C ou D, par exemple. Du coup, ouais, je vais l'envoyer en B assez tranquillement. Il est pas très plat. Je trouve quand même il est assez iconique. Épisode 14, hors d'atteinte. Alors, je suis partagé sur cet épisode. L'équipe découvre un monde protégé des Wraiths pour convaincre sa protectrice de partager ce refuge. Shepard l'amène sur Atlantis, mais Mackay a des doutes sur sa véritable identité. Et en fait, il a raison, parce que c'est une ancienne qui a évolué à une autre forme d'énergie et qui protège cette planète. Et sauf que il va y avoir une relation un peu romantique qui va se développer entre Shepard et Shaya Sar, du coup Shaya, qui est cette madame. Et à la fois, c'est toujours quelque chose qui m'a fait chier dans Stargate, notamment SG1 au début, que souvent, quand il rencontre un homme, il tombe amoureux de Carter. Quand il rencontre une femme, elle tombe amoureux de Jack ou de Daniel. Eh, c'est bon, on souffle au bout d'un moment. C'est un peu le syndrome. Oh là là, il tombe sur une prêtresse alien et il la charme. C'était un peu cliché. Et c'est retour du cliché. Bonjour au roi Togrim.
C'est un peu le retour du cliché l'explorateur spatial qui tombe sur une charmante prêtresse sur une planète alien. Sauf que dans cet épisode, bah, McKay vanne Shepard là-dessus. En mode, ça fait très Star Trek, non, votre affaire? Et vraiment, il l'appelle Captain Kirk et tout. Ça doit être dans référence culturelle. Euh, The whole Captain Kirk routine is problematic to say the least. Voilà, donc c'est... Et du coup, oh mon dieu, c'est vraiment un Kirk. Et, euh, et du coup, cette autodérision un peu, en fait, ils savent que c'est un problème, ce trope, et il y sera assez rarement. Bon, dans Stargate SG-1, il est finalement assez rarement aussi, mais suffisamment présent pour que ça m'énerve dans certains épisodes. Mais ça n'empêche que c'est le trope dans sa version la plus basique. Même s'il a l'air d'avoir une... Genre, moi, j'y crois de ouf à leur relation, quand même, et à leur rapprochement. Au-delà de juste... c'est les deux BG de la série. Mais... Première rencontre avec un ancien, c'est cool. Mais pas plus, quoi. Et surtout, ça tourne un peu en rond. C'est un épisode où, encore une fois, il y a pas trop d'action. Mais Stargate Atlantis est spécialisé dans ces épisodes sans trop d'action qui restent quand même fun à regarder. Mais peut-être pas celui-là. Et celui-là, je pense, c'est parti en des jeux. En fait, il est très bon, les dialogues sont super bien écrits, le concept est vraiment cool. Mais je m'ennuie! Je m'ennuie! À l'aide! Ça part en D. Alors, comment on banne quelqu'un? Boum. C'est bon, maintenant je banne les bots, j'en ai plus rien à foutre. Épisode suivant, par contre, de 3, 4, 5, 6. On va faire celui-là et après pause. Ou pause maintenant, j'ai un peu mal à la voix. Après, c'est un 2 parties, mais un 2 parties assez séparé. Donc, je pense qu'on va les compter séparés d'ailleurs à CG. Bon, allez, on fait celui-là. Le grand sommeil. Before I sleep. En explorant la cité, Shepard et son équipe font la rencontre d'une vieille femme en stase depuis 10 000 ans. En la réanimant, l'équipe découvre qu'il s'agit d'Elizabeth Ware. Encore un épisode où il va rien se passer. Mais vous allez voir, c'est génial. Donc en fait, c'est Elizabeth Ware, conservée là depuis 10 000 ans. Et en fait, elle vient d'un autre continuum espace-temps, en fait, où la première fois, la cité n'est pas remontée à la surface. Pour la première fois qu'ils sont arrivés, ils ont réussi à s'enfuir dans un vaisseau, ce vaisseau, qui était en fait un vaisseau temporel. Est-ce qu'on l'a vu dans SG1 déjà, le vaisseau temporel? Bah non, non, pas encore. Si? Non? Non. On n'a pas fait la saison 8 encore. Et ce vaisseau temporel va les ramener à l'époque de la guerre contre les Wraiths. Seul Ware va survivre. Et avec son témoignage et l'aide d'un scientifique d'Atlantis, ils vont trouver un moyen de sauver l'expédition finalement dans le futur. Parce qu'il lui refuse de repartir dans le présent. Donc cet épisode, on va voir cette réalité alternative. On va découvrir cette réalité alternative où Atlantis est bouffé par les eaux, malheureusement. Et c'est un épisode qui va beaucoup plus se centrer sur les sentiments des personnages. Oui, cette histoire secondaire est terrible, mais on va aussi... ça va profondément rencontrer elle-même du futur, ça va profondément choquer Ware, évidemment, et ça va donner des choses très mignonnes et très douces sur le rapport à la vieillesse, le rapport à la mort. Je trouve ça extrêmement bien écrit. Vraiment, et au-delà du truc cool de voir la réalité alternative, hein, je trouve ça doux. Et, je trouve que c'est ultra pertinent que cette série ait eu un épisode aussi doux qui parle d'elle-même, avec cette histoire de second temps et tout. Et en fait, ça pourrait être un épisode qui arrive bien plus tard, en fait.
Mais dès la saison 1, ils font cet épisode qui pourrait être un épisode cadeau aux fans. Sauf que c'est dès la saison 1 qu'on voit ça. Et je trouve ça extrêmement doux, extrêmement touchant. Et notamment, se développe un peu plus la relation entre Shepard et Ware. Au début, il lui offre un cadeau d'anniversaire, tout ça. Et en fait, contrairement à Stargate Attention, il n'y a pas de relation de hiérarchie entre les deux. Un petit peu, parce que ça reste Ware la chef. Mais les deux s'estiment quand même assez au même niveau. Vu qu'il est le chef de l'armée, lui étant le gradé le plus haut gradé. Sans qu'ils soient en conflit, ils sont souvent en désaccord, mais quand même profond respect l'un pour l'autre. Et c'est un duo qui dirige la cité et qui marche super bien. Et cet épisode, pour cette douceur, il y a presque une touche de nostalgie, alors que c'est la saison 1, que le pilote est sorti même pas un an avant, quoi. Mais on en apprend plus aussi sur comment les anciens ont fui la cité, comment la cité a survécu jusque-là, etc. Et, euh, et voilà. En plus d'introduire, pour une première fois dans la série, le voyage dans le temps. C'est pas la première fois dans SG1, mais dans Atlantis, c'est la première, et ça reviendra quelques fois. Celui-là, vraiment, je l'ai revu il y a pas longtemps, et vraiment, il m'a profondément touché, donc ça part en A assez direct. Suivant, la communauté des 15. Ou est-ce qu'on fait une pause maintenant? On va faire une pause maintenant, excusez-moi. Je sais que c'était il y a pas très longtemps que j'ai fait l'autre pause, mais j'ai vraiment besoin de reposer ma voix. J'ai plus l'habitude de... J'ai fait moins de live, du coup c'est un peu plus compliqué pour moi de tenir, de discuter pendant 2 heures. Voilà, pause, allez, à de suite. Je vous mets la musique.
pour... Excusez-moi pour le temps. J'ai ouvert Twitter et décidé de traîner dessus. J'aime Marine Le Pen, comme on dit. En cette belle journée du 31 mars. Alors, what nature-nous? On est bientôt fini en vrai. La communauté des 15, on était sur celui-là. L'équipe de Shepard se lance dans une quête pour retrouver un E2PZ caché sur une planète par un ancien. Mais rapidement, une vieille connaissance va les rejoindre. Alors là, on a eu le Die Hard. Maintenant, faisons place à l'Indiana Jones. En gros, ils vont vouloir retrouver un E2PZ sur une planète qui aurait été cachée par une communauté de moines dans un temple avec une énigme pour le retrouver. Et entendant ça, Kolia, ce sacrifice de pute, décide d'entraver la route de nos amis. C'est vraiment un épisode d'Indiana Jones. Ils vont vraiment dans des vieux temples faire creuser pour retrouver des pierres qui forment un message qui permet de retrouver. Et pendant ce temps, un Dart arrive et sur Atlantis et va scanner la cité. Et ça servira plus tard. Donc voilà, ils finissent par trouver le 2PZ, mais ils ne peuvent pas le prendre parce que c'est un objet sacré. Et en fait, ils aidaient les locaux à le retrouver. Et vu que c'est un objet sacré, les locaux veulent pas qu'ils le prennent, quoi. Ils veulent le garder, donc ils le gardent. Et voilà, il y a Kolia qui arrive, qui les prend en otage au milieu de leur recherche, qui les enferme dans une crypte le temps de le trouver. C'est very Indiana Jones et ça me fait beaucoup rire. Et j'aime bien cet épisode. Je l'oublie souvent dans les épisodes qui m'ont marqué, mais j'aime bien. Et à la fin, on apprend que 3 vaisseaux russes approchent d'Atlantis. Donc là, la menace est mise en avant bien avant le final. Mais sinon, c'est un épisode d'enquête on va l'appeler un épisode d'Indiana Jones, on va pas se faire chier, vous avez exactement compris le concept. Et au final, malheureusement, ils ne peuvent pas prendre le 2PZ. Du coup, ils sont vraiment dans la sauce pour se défendre des vaisseaux russes. Sans ce 2PZ qui est la source d'énergie qui permet d'allumer le bouclier. Je le rappelle si je l'ai pas dit. Ouais, il mérite vraiment sa place en B. Pas beaucoup plus, mais sa place en B, c'est assuré. Épisode suivant. Dernier message. Letters from Pegasus. Le titre anglais est tellement cool. Alors que 3 vaisseaux russes race font route vers Atlantis, Mackay trouve une astuce pour envoyer un message de détresse et des informations de la cité au SGC, donc sur Terre. Alors cet épisode va se découper en 2 parties. Une partie où Shepard et Teyla vont essayer de voir la progression et à quoi ressemble la flotte qui va les attaquer de plus près. Sur les planètes que Teyla connaît, donc ils vont essayer de sauver des gens. Et de l'autre côté, tous les personnages vont faire leur petit message. En fait, genre, au début, ils trouvent un moyen pour envoyer un message de détresse et les infos qu'ils ont. Mais c'est plutôt en mode... C'est pas vraiment un message de détresse, c'est plutôt un message en mode... Voilà, on va y passer... Voilà tout ce qu'on a pu récupérer comme info. Et à ces infos, on va pouvoir s'ajouter des messages personnels. Et ça va être vraiment le cœur de la seconde partie de l'épisode. Et comme l'épisode sur le Dr. Ware du futur, c'est là où ça va être super touchant. Et chacun va... voilà, ça sera l'équivalent d'en apprendre un peu plus sur les personnages, de voir leurs sentiments vraiment exposés en fait. Alors que dans les IGN, il faut vraiment les découvrir. Ben là, les sentiments... sont mis en avant et en plus ça va permettre de faire une petite partie clip où on va pouvoir ressortir des extraits des épisodes précédents et de faire un peu un résumé de la saison. Donc il y a ceux qui galèrent à parler de la caméra, il y a ceux qui disent n'importe quoi, il y a ceux qui sont pas intéressants. Par exemple, je crois que c'est ma scène préférée, c'est Zelenka qui raconte en tchèque la sortie des eaux d'Atlantis. Et à la fin, Ford, qui est derrière la caméra, il fait « Vous avez rien dit qui nécessite d'accréditation, par contre. Hein. » Parce que Stargate, c'est top secret. Et surtout, il le raconte en tchèque, ça dure longtemps et c'est pas sous-titré. Donc je trouve la scène très très drôle.
Et voilà, et même sur des personnages qu'on considère un peu comme des connards, lui par exemple, c'est un perso secondaire qui par exemple n'aime pas du tout Tayla. Voilà. Le sergent Bates, qui est le chef de la sécurité. Ben, on va en apprendre un peu plus sur les sentiments de tous les personnages en fait. Par exemple, lui, il a un petit frère notamment, et il lui dit pas vraiment au revoir, et c'est assez touchant parce qu'il dit, je ne vais jamais le revoir, ça sert à rien de rendre ça si triste. Et puis il y a la Mackay qui part dans un grand monologue de 1 heure, qui est assez drôle. Et puis il y a cette partie ultra touchante, moi je trouve, qui est le Dr. Ware qui fait qui fait les messages pour les gens de l'expédition qui sont décédés. Et c'est assez juste et assez touchant, et elle finit d'ailleurs par faire un message un peu à tous les proches des membres de l'expédition, où elle dit tout ce qu'elle pense de bien de son équipe. Et le passage est assez touchant quand même. Et tout ça se termine sur le passage où elle parle à son mari qu'elle a laissé là-bas. Voilà. La partie sur la planète, où en gros ils sont coincés sur la planète et ils essaient d'aider des amis à Tayla, mais Shepard n'est pas d'accord, mais Tayla essaie de le pousser à le faire, c'est pas ce qui me passionne. Mais les parties face aux caméras sont beaucoup plus passionnantes, pourtant beaucoup plus simples, mais c'est juste de l'écriture et du développement. Il y a aussi ce connard que je vous ai dit tout à l'heure qui était un connard, il va commencer à faire la liste de tout ce qui n'a pas été dans l'expédition. Après, c'est vrai que le Dr. Ware a plusieurs fois envoyé chier la Convention de Genève. Et c'est marrant que la série essaie de le faire passer pour un connard, alors que dans les faits, il a raison, mais c'est un vrai connard. Mais dans les faits, tout ce qu'il dit, il a raison. Voilà, c'est un épisode que j'apprécie énormément. Voilà, c'est là le passage où elle parle de l'équipe et de tout ce qu'elle pense de bien de ses équipes. Et le passage est en plus assez enivrant et tout, ça marche plutôt très bien. Et l'épisode se termine sur la réception du message par Carter et Walter. Ouais, je sais. Voilà. Et voilà, j'adore cette partie found footage, littéralement après parce qu'il l'aura envoyé, mais c'est quelque chose que je trouve très touchant et qui nous donne une ouverture sur les sentiments des personnages comme Stargate l'a très rarement fait jusque-là en fait. Et je maintiens ce que je disais tout à l'heure, Stargate Atlantis, c'est Stargate SG-1 en plus humain. En fait, l'histoire est importante, mais les personnages le sont encore plus. Dans Stargate SG-1, les personnages sont acteurs de leur histoire, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est la grande histoire, alors que dans Atlantis, c'est ses personnages. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'histoire, hein, c'est juste que moi je trouve que c'est ce qui est plus touchant dans Atlantis, c'est ces personnages. Voilà, désolé pour les bruits de gougou. Et celui-là, alors que c'est un peu un épisode clipos, clip, où il se passe pas grand chose et où la partie avec Shepard et Tayla est assez chiante. Même si, de notre côté, on voit ce que ça ressemble à une invasion race à grande échelle. Enfin, à grande échelle, à plus grande échelle. Bah, cet épisode des derniers messages, et j'ai oublié de couper la musique tout à l'heure, hein, il part en A, de manière assez directe. Épisode 18, sous hypnose. Allez. Victime de cauchemar, Tayla part en mission avec l'équipe dans une ancienne base scientifique Race. Après analyse, Beckett et Ware lui révèlent la véritable raison de ses troubles. Elle a de l'ADN de Race. Elle fait partie d'une lignée qui a été modifiée génétiquement par les Race. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Découvert des pouvoirs télépathiques de Tayla, donc elle peut en gros se connecter à cet esprit de ruche, par exemple, pour faire gros. Découverte du fauteuil des anciens, donc ils ont un fauteuil comme sur Terre, qui permet de contrôler les drones. Découverte de l'origine des Race, et ça c'est important aussi. En fait, les Race ont été créés par inadvertance par les anciens, quand ils ont mis des humains sur la planète où le colonel Shepard avait chopé la bestiole autour du cou là. Et c'est pas comme ça que ça marche normalement la naissance d'une race, mais les humains et la bestiole ont fini par évoluer ensemble pour donner les Race. Découverte de l'objectif final des Race, la Terre, parce que la Terre
À l'époque, 6 milliards d'humains à bouffer, c'était un buffet. Référence culturelle, Johnny Cash, poster présent dans les quartiers de John Shepard. C'est la première fois qu'on voit le poster de Johnny Cash que je rêve d'avoir, qu'un jour je me ferai, je pense. Ça reste un épisode, voilà, il y a plein de choses intéressantes dans l'épisode, mais c'est pas non plus un épisode qui me passionne. Et là, pourtant, on est vraiment, encore une fois, porté sur ces personnages, sur Tayla et sa psyché. Et voilà, elle va essayer de récupérer des infos en se connectant au réseau des Wraiths, globalement. On apprend plus sur les Wraiths, sur la technologie, sur leur façon de faire, sur leurs origines, comme je l'ai dit. Donc c'est très intéressant pour le développement. Mais pas plus. C'est juste sympa, quoi. C'est... Après, est-ce que c'est en C ou en D? Moi, je le mettrais presque en D. Je m'ennuie un peu, quand même, devant l'épisode. Parce que C, c'est quand même des épisodes qui ont des concepts forts et de très bonne qualité. Alors que là, c'est de l'exposition, quoi. Et là, les ACG, d'ailleurs, qui a en 3 parties, parce que le pilote de la saison 1 s'appelle aussi The Siege Part 3. Je pense qu'on va pouvoir compter les épisodes assez à part. L'expédition tente de réactiver le satellite de défense afin de stopper l'avancée de l'ennemi, celui qu'on a vu dans un épisode précédent. Pendant que Zelenka prépare l'autodestruction de la cité, Shepard découvre qu'un Wraith est caché sur Atlantis. Donc quand ils ont scanné la cité, il y a un espion qui s'est infiltré. Ils activent le satellite de défense, ils détruisent un des vaisseaux russes, mais malheureusement le satellite n'arrive pas à tirer 2 fois, se fait détruire, et Grudin, qui est un technicien, un ingénieur je crois, qui était resté à bord, se fait malheureusement tuer dans l'explosion du satellite. Donc là, le siège arrive, l'ennemi arrive à leur porte et ils vont trouver des solutions pour s'en sortir. Et voilà, et hormis ce satellite, sinon c'est l'autodestruction. Et l'autodestruction est d'autant plus importante que maintenant qu'ils ont compris que l'objectif des Wraiths, c'est la Terre, il faut les empêcher d'y accéder. Du coup, il faut détruire la porte des étoiles d'Atlantis, qui est la seule qui peut aller vers la Terre de cette galaxie. Mais il faut aussi détruire les moteurs de la cité, parce que la cité est un vaisseau spatial, je l'avais peut-être pas dit ça, qui a des moteurs qui peuvent traverser les galaxies, donc s'ils arrivent à refaire le moteur après destruction, eh ben, ils peuvent quand même aller sur la Terre, ou s'ils retrouvent des données des anciens, etc. Donc ça a posé des questions sur... il faut genre, même s'ils autodétruisent la cité, ils seront pas sauvés. Alors la partie de réparation du satellite est assez cool, même si elle finit de manière très tragique. Et aussi c'est ce genre de moment où on sent quand même une synergie dans les équipes en général de cette expédition. On sent un esprit de groupe. Voilà, donc là ils font une tirage à courte paille en se marrant un petit peu et en se vendant un petit peu. Donc on sent l'énergie de l'équipe quand même. Et voilà, et après le reste va consister à trouver cet espion Wraith et à le débusquer et le tuer. Il s'appelle Bob, je crois. Je crois que Shepard l'appelle Bob, mais il le tue très vite. Et voilà, l'épisode se termine sans réelle solution. On ne sait pas où ça va aller. Je pense que je vais le mettre en B, parce que bon concept, bonne menace, vraiment, en fait, c'est cool. Dans SG1, je crois, la première saison, la menace, on savait qu'elle pouvait finir par arriver, mais globalement, on apprend qu'il arrive au moment du double épisode de fin. Alors que là, ça fait quand même... C'était 3 épisodes, hein, genre, si on remarque, genre, c'est à la fin de la communauté des 15 qu'on sait que les Wraiths sont en train de venir. Donc il y a quand même un quart de la saison où on sait que les Wraiths arrivent là, maintenant, tout de suite. Ils sont en voyage. Et dernier message est absolument centré là-dessus. Sous hypnose, un peu aussi. Et ACG partie 1, évidemment, aussi. Donc ça, j'aime bien. Mais après, non. Après, j'aime bien. C'est juste, je trouve que ça ne mérite pas d'être si haut que ça en A. C'est pas un des épisodes vraiment qui est porté dans mon cœur.
Mais c'est quand même très cool, et c'est pour ça il mérite toute sa place en B. Et enfin, le dernier épisode, Assiégé partie 2. Le SGC envoie un contingent militaire afin d'organiser la résistance face à l'ennemi, mais malgré les moyens déployés, la cité semble perdue. Donc là, c'est le début du combat. La flotte arrive en orbite, mais la Terre envoie des renforts inattendus. Si vous avez vu SG1, vous savez, normalement, si vous avez vu SG1 et les deux séries dans l'ordre de diffusion, vous savez que SG1 retrouve un E2PZ. Donc c'est parmi les quelques liens quand la série est diffusée en parallèle. Et un vaisseau de combat arrive dans quelques jours depuis la Terre pour aider tout le monde avec un E2PZ à bord. Donc vraiment, c'est comment dire. L'objectif de l'épisode, du coup, va être de tenir. Et on va découvrir un nouveau personnage, le colonel Everett, qui va prendre le commandement des défenses de la cité, et le commandement de la cité par même occasion. Et du coup, ça va être la première bataille un peu rangée. Et donc voilà, arrivée de la flotte Race, attaque d'Atlantis par les Race, incursion des Race dans la cité, épuisement des drones de la cité sur la première bataille, trêve avec les Jedi. Donc ça, au bout d'un moment, en fait, les forces militaires sont venues avec des mines spatiales nucléaires qui ont été détruites par les Race, malheureusement. Et du coup, ils essaient de trouver d'autres solutions pour attaquer. Et une de ces solutions, c'est trouver d'autres bombes nucléaires. Et ils en trouvent notamment auprès des Jedi, avec lesquels ils forment un petit pacte pour qu'ils puissent tester les bombes atomiques. Activation du programme de destruction, voilà. Mais ça va pas suffire. Ils voulaient les envoyer, finalement ça ne marchera pas. Et l'épisode se termine sur un cliffhanger de fin de saison comme Stargate sait les faire. C'est-à-dire John Shepard à bord d'un jumper, bombe nucléaire à bord, qui va foncer vers les vaisseaux, vers une mission suicide, tout simplement, pour détruire au moins un des deux vaisseaux avec une bombe nucléaire. Et l'épisode s'arrête là. Voilà. Et cet épisode est trop cool. Alors oui, c'est le côté action, moi, qui me plaît, évidemment. Parce que pour la première fois, on va avoir un conflit réel entre les deux à relative grande échelle. Avec ces nouveaux militaires, notamment, qui débarquent. Et notamment le colonel Everett, voilà, qui est un gros bonhomme qui n'aime pas trop Shepard. Et du coup, ça va un peu clasher entre les deux. Et qui n'aime pas trop Ware non plus, d'ailleurs, il veut prendre le commandement à la place de Ware, mais Ware veut garder quand même sa position de dirigeante de l'expédition. Voilà. Et on voit que les Terriens ont réfléchi leur stratégie quand même, elle est pas trop mal, et ils arrivent avec du bon matos qui peut marcher, mais les Wraiths sont plus intelligents que ça. Et du coup, ça va amener à des problèmes, mais voilà, il faut des problèmes. Et d'ailleurs, je vois là, j'ai vu par hasard, il y a une scène très très cool. Où quand ils préparent les défenses de la cité et, pour la deuxième attaque et qu'ils essaient de débusquer les Wraiths, là on le voit là, il y a des plans en gros qui se baladent d'un bout à l'autre du modèle 3D de la cité pour montrer les différentes personnes qui travaillent. Et c'est assez cool et ça nous fait vraiment rendre compte de la taille de la cité en fait, avec ce truc tout simple de un plan qui se balade d'un bout à l'autre de la cité avant de zoomer. Hein. Avant de zoomer après dans les scènes, et c'est globalement, ils ont 4 bouts de décor. Hein. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant, notamment dans cet épisode, réalisé par Martin Wood évidemment. C'est à quel point on nous fait croire que la cité est gigantesque alors qu'ils ont 4 bouts de décor. Vraiment, ils ont. Mais après, les décors sont suffisamment grands. Ils sont plus grands que dans SG1, c'est agréable. Et ils sont assez ouverts. Par exemple, le décor, tout ce décor là de la salle de la porte, c'est un seul décor qui est plutôt grand. Et en fait, ils peuvent le cloisonner, enlever la porte pour faire une autre salle. Et du coup, c'est en termes de gestion des décors, Atlantis est vraiment, vraiment impressionnante. On a vraiment l'impression que c'est très grand. Tout en étant familier, tout en étant que les endroits
qu'on connaît, par exemple la salle de la porte, l'infirmerie, sont quand même familiers. Ils sont pas random. On se reconnaît dans cette cité quand même. Et ouais, le plateau, je sais pas quelle taille il faisait en vrai, mais il est vraiment grand parce qu'il y a la salle de la porte, les coursives en haut, le bureau de Ware et la salle de réunion. Tout ça, c'est dans un seul. Genre, la caméra pourrait se balader n'importe où dans cet endroit en fait. C'est ça qui est super cool et les décors du coup sont exceptionnels, moi je trouve, de Stargate Atlantis. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours super marqué. Je voulais voir si on pouvait pas avoir des passages où on voit un peu de manière large le décor de la salle. Voilà, par exemple, voilà, la salle de réunion, elle est derrière ses portes, et là, le balcon, il donne sur la salle de la porte, quoi. Le décor est vachement grand. Voilà, c'est un très bon épisode, il n'y a pas à chier. Boum, ça part en A. Non, vraiment, les décors d'Atlantis, de la cité en tout cas, autant des fois c'est un peu plus pauvre quand on va sur les planètes, mais la cité est vraiment, vraiment très quali. Poup. Pop, 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 pop. Du coup, qui c'est qui va en A? C'est honnêtement très compliqué là. Parce que mon cœur balance. Parce que, on va être honnête, 38 minutes, l'épisode où ils sont coincés dans la porte, c'est un très bon épisode, mais ça n'a pas la... Excusez-moi, je suis très mal cadré, je suis un peu affalé. Non, il faut tourner vers là. Très bon épisode, mais ça n'a pas la trempe du S pour moi. Et En pleine tapette, pareil. C'est superbe épisode, En pleine tempête, mais pas du S. Duel est très cool, mais ça n'ira pas plus loin. L'épisode sur la wear temporelle, quand même, il est assez exceptionnel. L'épisode Dernier Message, il me touche énormément et je l'aime vraiment beaucoup. Mais il y a cette partie où j'ai dit avec Shepard qui regarde la flotte passer et Tela qui essaie de sauver ses amis, qui est moins fun. Et Assiégé, c'est très cool, mais c'est juste parce que c'est de l'action, très honnêtement. Et juste parce que l'épisode est super prenant, mais pas plus. Et puis il y a le pilote. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a le pilote. Putain, ah, j'essaie de le remettre dans l'ordre. Dernier message, je pense que je vais le retirer de la course pour cette partie un peu moins intéressante sur la planète avec Shepard. Et du coup, ça se jouera entre le pilote et la wear du futur du passé. Parce que le pilote est exceptionnel, vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Mais cet épisode qui s'appelle Le Grand Sommeil, il m'a vraiment touché quand je l'ai regardé. J'adore son ambiance beaucoup plus posée, calme. D'ailleurs, enfin, comme son personnage d'ailleurs, Ware, qui est du coup très très vieille, et qui s'endort régulièrement en fait entre les morceaux, entre les morceaux de son histoire, ce qui permet au personnage d'en parler au fur et à mesure. C'est extrêmement touchant. Et puis même, il y a une vibe plus lancinante, plus douce dans cet épisode, tout en étant quand même relativement tragique, mais à la fois très belle, voilà, à l'image de ce plan. C'est des plans larges dans Stargate, il n'y en a pas beaucoup. Des plans larges de la cité, par contre, il y en a un milliard. Mais bah, ils sont fiers de leur modèle 3D, il y a de quoi, franchement. Voilà, d'ailleurs, la toute fin est d'ailleurs assez touchante parce que ça finit par juste être Ware et Ware qui discutent. Tandis que les autres sont, sont endormis parce que l'histoire est un peu longue. Et, et du coup, c'est quand même assez touchant sur le personnage de Ware. Et je pense très sincèrement que le Dr. Ware est un des meilleurs personnages de Stargate niveau développement. Il a le développement le plus touchant, le plus humain, le plus compréhensible. Jusqu'à sa fin. On en parlera plus tard, mais la fin du personnage me frustre assez, on va dire. Elle me déçoit pas, mais elle me frustre. Et voilà, c'était un épisode beaucoup plus presque mélancolique en fait. Parce que là, par exemple,
Elle relâche ses cendres dans la cité. Et c'est un épisode beaucoup plus doux et mélancolique. Et j'adore le pilote. Mais le pilote, je trouve, a un côté assez cheap encore parce que l'univers est pas assez mis en place. Et voilà, faut le temps que les choses s'installent. Mais rien qu'en 14 épisodes, c'est déjà suffisamment installé pour faire un épisode aussi mélancolique sur ses propres personnages, notamment sur le Dr. Ware. Et voilà, et avoir un retour un peu presque nostalgique en fait. C'est bizarre d'avoir de la nostalgie si tôt, parce que c'est diffusé 18 février 2005, 16 juillet 2004, il s'est passé 6 mois quoi. Il s'est passé 6-8 mois. Mais c'est quand même suffisamment pertinent pour être touchant. Donc c'est pas de la nostalgie mal placée bizarrement, ni de la mélancolie mal placée, c'est ultra touchant. Et pour ça, je pense que je vais lui filer ma place en S. C'est assez iconoclaste, hein. Je crois, parmi les fans, parce que si on regarde... Non, quand même, c'est un des mieux notés. Quand on regarde les épisodes les mieux notés sur ce site, là, il est en 7ème position, ce qui est pas trop mal. Et en début, il y a évidemment le pilote en pleine tempête et ACG 2/2, en pleine tempête ACG 1/1 et Duel. Voilà, moi Duel j'aime vraiment beaucoup. Mais le pilote aurait vraiment mérité sa place, mais j'aime beaucoup plus le début en fait. Jusqu'à ce qu'il... J'adore le passage, en plus de la sortie, tout le début. Toute l'intro de l'épisode, les 20 premières minutes, on va dire, du premier épisode, j'adore. On découvre que John Shepard, qui à la base fait pas partie du programme, hein, il découvre son lien avec les anciens, parce qu'il a le gène, ça j'en parlerai plus, je vais pas en parler, on s'en fout. Il se fait recruter, il trouve les coordonnées de la cité, Shepard se fait recruter, il lance l'expédition, il découvre la cité au début, il découvre la planète Athos, la planète sort des eaux, et après le passage de sauvetage des autres est important, mais pas non plus... Ben non, mais c'est très bien, hein, mais ça me prend moins, on va dire. Alors que le grand sommeil, vraiment, c'est hyper touchant. Mais voilà, on va s'arrêter là. Je vais donner l'image comme d'habitude. Il faut que je fasse du tri dans toutes ces images d'ailleurs. Je regarde que ça c'est bien download. Yep. Donc voilà pour cette première émission sur Stargate Atlantis. Voilà, voilà. Bon, bah, ça nous a duré 2 petites heures, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir maintenant sur mes streams? Alors, demain, normalement, je voulais faire un stream Star Wars par semaine, à part tous les mardis, mais demain, je suis pas dispo. Donc, je pense que ça attendra jeudi ou vendredi. Il va falloir que je réfléchisse ce dont je vais parler. Mais voilà, à venir, là, il y a un deuxième stream Stargate qui est prévu sur la saison 8 de SG1, qui sera fait dans la semaine. Le stream sur Star Wars, et pour l'instant, c'est tout. Et si ce week-end, c'est les 10 ans de la chaîne principale, donc je pense que je ferai une petite vidéo pour parler de la chaîne Twitch, déjà, et de mon travail sur Twitch, et pour parler un peu de la chaîne, toute petite, à mon avis. Voilà ce qui est prévu cette semaine. Je pense mercredi ou jeudi, stream Star Wars, et dans le week-end, un stream, soit un stream blabla anniversaire, pourquoi pas, soit un stream, le deuxième stream Stargate, voilà. Et sur ce, bah, je vais pas traîner plus longtemps, hein. Mets-toi une musique sympa. Et on va se laisser là. Non, je veux pas mettre cette musique. Y'a pas un truc qui bouge un peu là? Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on se retrouve mercredi ou jeudi pour du Star Wars. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je mets les annonces de stream. Donc si vous voulez savoir si je suis en stream, c'est Twitter. Et sinon, abonnez-vous et tout le bordel. Allez, bisous!